Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Jarry, je suis conseiller environnement à la Maison Paris Nature. Bienvenue sur cette vidéo concernant la saison des anours. Les anours étant des amphibiens, je vais donc vous parler de la famille des grenouilles, crapauds, tritons et salamandres, et de leur mode de reproduction, puisque la saison des amours chez les amphibiens débute en ce moment, dès les premiers beaux jours de février. Les amphibiens, qui sont-ils? Dans l'ancienne classification phylogénétique des êtres vivants, le règne animal comprend l'embranchement des vertébrés et l'embranchement des invertébrés. Il existe 5 classes de vertébrés qui se reconnaissent à leur peau. Les oiseaux ont une peau à plumes, les mammifères ont une peau à poils, les poissons ont une peau à écailles et pondent dans l'eau, les reptiles ont une peau à écailles et pondent hors de l'eau. Enfin, les amphibiens n'ont ni écailles, ni poils, ni plumes. Ils ont une peau lisse et recouverte de mucus. Ils sont ectothermes, c'est-à-dire que leur température corporelle dépend du milieu où ils vivent. Aujourd'hui, il existe 7000 espèces d'amphibiens dans le monde. Leurs ancêtres sont issus des poissons et ont commencé à quitter les océans pour conquérir la terre ferme. Ils sont apparus entre moins 225 et moins 190 millions d'années. Le plus grand mesurait 4 mètres. Aujourd'hui, la salamandre géante mesure 1,80 m et le plus petit amphibien est une grenouille qui ne mesure que 7 mm. Dans la classe des amphibiens, il existe deux ordres, les urodèles et les anoures. Le terme uro ou our signifie queue en grec ancien. Les urodèles sont donc des amphibiens qui conservent une vraie queue à l'état adulte, alors que les anoures sont des amphibiens qui n'ont pas de queue à maturité. Le mot amphibien est également composé de deux termes grecs. Amphi, qui signifie double, et bien, bio, qui signifie vie. Les amphibiens ont donc une double vie. Ils vivent et dans l'eau et sur la terre ferme. Ils dépendent donc de deux milieux, le milieu aquatique et le milieu forestier ou bocager. Les amphibiens ont d'ailleurs deux grandes phases qui gouvernent leur vie chaque année. La phase aquatique est la phase active pendant laquelle les amphibiens vont se reproduire. Le milieu aquatique est alors primordial pour y pondre les œufs. La phase terrestre est la phase de vie au ralenti car la plupart des amphibiens vont quitter le monde aquatique pour se réfugier dans les haies ou les sous-bois, sous les feuilles ou les racines pour s'endormir et résister à l'hiver. Au cours de leur vie, les amphibiens vont se métamorphoser pour s'adapter à leurs différents milieux de vie. Voici le cycle de vie d'une grenouille. Lorsqu'il est dans l'eau, l'œuf va rester ainsi pendant 5 jours, avant d'éclore. Un jour après l'éclosion, la larve ou protétare est dotée d'une pseudo-bouche et de pseudo-branchies. Elle respire l'oxygène de l'eau au travers de sa peau. 2 à 3 jours après l'éclosion, la larve prend une nouvelle forme. Une grosse tête attachée à une longue queue natatoire, c'est le tétard. Il respire l'oxygène de l'eau par de vraies branchies externes. 6 jours après l'éclosion, un opercule vient recouvrir les branchies. 3 semaines après l'éclosion, le tétard est complètement formé, avec désormais des branchies internes. 8 à 10 semaines après l'éclosion, le tétard commence à avoir les 4 pattes qui poussent. Les deux de devant sont encore cachées sous l'opercule, prenant la place des branchies. Le tétard respire désormais de l'oxygène de l'air via des poumons. 12 semaines après l'éclosion, les pattes avant percent la poche. 16 semaines après l'éclosion, la larve est devenue une grenouille juvénile. La queue qui lui servait à nager se résorbe, et la petite grenouille quitte le milieu aquatique pour le milieu terrestre. La grenouille devra attendre l'âge de 4 ans pour se reproduire et retrouver le milieu aquatique pour y pondre ses œufs. La reproduction. Chez les anours, le mâle va se mettre en amplexus sur le dos de la femelle. Cela lui permet de s'assurer que ce sera bien lui qui ensemencera les ovules de la femelle. Au moment opportun, il va masser le ventre de la femelle pour solliciter le phénomène de ponte. Cela va permettre la synchronisation du dépôt de sperme sur les œufs expulsés par la femelle. La fécondation est donc externe et sans pénétration. Chaque femelle pond 5000 œufs groupés en amas chez les grenouilles et en grappes chez les crapauds.
Chez les urodèles, le mâle va effectuer une parade nuptiale pour attirer l'attention de la femelle. Il déposera une boule de sperme, un spermatophore, sur le fond. La femelle l'insérera dans son cloaque pour féconder ses ovules. La fécondation est donc interne, mais sans pénétration. Chaque femelle pond jusqu'à 300 œufs solitaires cachés sous les feuilles de la végétation subaquatique. À quoi servent les amphibiens dans la nature? Ils font partie intégrante des chaînes alimentaires. Ce sont de très grands prédateurs sur Terre, à l'état adulte, et dans l'eau, à l'état larvaire. Ils mangent des crustacés, des limaces, des scarabées, des mouches ou des moustiques. Mais ils sont eux-mêmes consommés par de super prédateurs tels que les chats, les oiseaux ou les renards. Voici donc leurs ennemis naturels. Les oiseaux, tels que le héron, cigogne, corneille ou corbeau. Les mammifères, tels que les renards, putois ou blaireaux. Dans la mare, le super prédateur est le ditique. C'est un scarabée qui, à l'état adulte ou larvaire, est capable de manger de jeunes poissons ou des têtards avec ses grandes mandibules. Enfin, un des ennemis des grenouilles, c'est l'homme, qui consomme ses cuisses à travers le monde. D'autres facteurs causent des ennuis à nos amis amphibiens. La destruction des milieux. Puisque les amphibiens vivent dans deux milieux, ils ont 2 fois plus de chances d'être affectés par la destruction d'un espace. Les cultures intensives. On n'y fait pousser qu'un seul type de milieu et pas le bon. Et on comble les mares naturelles pour gagner des hectares. La pollution. On a vu que les amphibiens étaient très sensibles au niveau de la peau puisque cela leur permet notamment de respirer. Ils vont donc ressentir la moindre pollution arriver dans l'eau. Le trafic routier. On a vu qu'entre deux phases, terrestre et aquatique, les amphibiens migraient du milieu forestier vers le milieu aquatique pour se reproduire. C'est un moment crucial pour eux, pendant lequel beaucoup d'individus se font écraser sur les routes. Enfin, je vais vous parler de la chytridiomycose. C'est une maladie qui touche tous les amphibiens du monde. Elle est due à un champignon qui dégrade normalement la matière organique dans la vase. C'est en 1998 qu'on a découvert cette maladie qui a malheureusement déjà décimé 120 espèces. On estime que pour les 7000 espèces mondiales, une espèce sur 3 est menacée d'extinction. Pour éviter cela, il ne faut pas transporter le champignon dans les milieux sains. Il ne faut donc pas déplacer les amphibiens et bien nettoyer ses bottes pleines de vases. Pour lutter contre la disparition des mares, il faut déjà préserver les zones humides existantes, créer de nouvelles mares, bien sûr, mais ne pas oublier l'environnement qui doit comprendre des abris tels que les haies ou un milieu boisé. Et protéger les amphibiens lors de leur migration, soit en posant des filets le long des routes pour guider les amphibiens jusque dans des seaux que des bénévoles vont vider quotidiennement, soit en construisant des crapauducs sous les routes dans les secteurs où l'on sait qu'il y a beaucoup d'amphibiens. La protection des amphibiens. Voici les 10 espèces présentes à Paris. Tous les amphibiens sont protégés en France. Voici ce que dit la loi. Sont interdits la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel, la destruction ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens prélevés. En gros, il ne faut pas y toucher. Mais vous voyez que sur les 10 espèces parisiennes, seulement 8 sont protégées toute l'année. 2 espèces ne sont que partiellement protégées, la grenouille rousse et la grenouille verte Esculentus. Pour ces espèces, chaque préfet peut décider, à certaines périodes de l'année, d'autoriser la pêche à la grenouille. Le problème est qu'il est très difficile de faire la différence entre une espèce pêchable et les autres. Alors justement, nous allons voir comment déterminer les différentes espèces d'amphibiens. Le crapaud commun, Bufo bufo. Il s'agit d'une espèce de taille moyenne, 5 à 15 cm. Je vais d'abord vous faire écouter son chant. Ça ressemble à un petit klaxon ou à un jouet pour enfants, style Sophie la girafe. Ça peut ressembler également au cri de la poule d'eau.
Alors il se reconnaît tout d'abord, donc c'est bien un crapaud, puisque la peau est verruqueuse. Surtout, il a un bourrelet ici derrière l'œil, mais derrière le tympan. En fait, ici vous avez un petit cercle, c'est le tympan. Et donc ici s'appelle la glande parotoïde, donc qui est un bourrelet avec des petits pores d'où est sécrété du venin. Donc qui est plus avec un mauvais goût que dangereux, hein. Dans les espèces de chez nous, il n'y a aucun danger. Voilà, d'autres espèces d'amphibiens seront beaucoup plus dangereux dans les forêts tropicales, mais chez nous, non. Donc par contre, voilà, éviter de se frotter les yeux, le nez, voilà, les muqueuses avec les doigts si on a touché euh, ces espèces. Donc, la glande parotoïde signifie autour de l'oreille. Auto, c'est l'oreille, et paro, autour. Voilà, donc à côté de l'oreille, on a un bourrelet chez les crapauds. Donc déjà, là, on est bien chez un crapaud. Ensuite, du coup, on a deux espèces en Île-de-France très connues. On va regarder la couleur de l'œil. La couleur de l'iris, il va être orange cuivré chez le crapaud commun. Il sera vert chez le crapaud calamite, voilà, qu'on n'a pas à Paris, mais qu'on a bien en Île-de-France. Voilà, les crapauds ne sautent pas, ça peut sauter si on veut les attraper pour s'enfuir, mais ils vont plutôt marcher ou courir, voilà, en marchant très vite, euh, plutôt que sauter. Là, on est chez une espèce très précoce. Les crapauds vont se reproduire très tôt dans l'année, février-mars. L'halite accoucheur ou crapaud accoucheur, qu'on appelle Alites obstetricans. Le crapaud accoucheur est de très petite taille, maximum 5,5 cm. Je vais vous faire écouter son cri. Donc son cri, c'est une toute petite note flûtée de manière régulière. Après, il peut y avoir plusieurs réponses entre plusieurs mâles. Donc bien sûr, chez les amphibiens, il n'y a que les mâles qui chantent pour séduire les femelles. Alors le crapaud coucheur se reconnaît très facilement, donc c'est bien un crapaud, puisqu'il a la peau verruqueuse et il a une glande parotoïde assez prononcée au-dessus de l'oreille. Donc chez les crapauds, de très petite taille. Bien sûr, si on est en face d'un mâle, donc la particularité du crapaud coucheur, donc c'est bien les femelles qui pondent, mais le mâle va prendre les œufs sur ses pattes arrière et c'est lui qui va s'en occuper. Il va les tremper légèrement dans l'eau de temps en temps, il va les garder à l'humidité. Donc c'est un crapaud qui va rester en dehors de l'eau, même en période de reproduction. Il ne déposera les œufs que au moment de l'éclosion. Donc il se reconnaît avec cette iris dorée, une pupille verticale. Alors là, comme elle est dilatée, elle est en forme de losange. Là, on est chez une espèce très tardive, qui sera en période de reproduction en fin d'été. La grenouille agile, Rana dalmatina, elle est de taille moyenne, 4 à 6 cm. Je vais vous faire écouter son chant. Le chant, c'est le chant typique. Voilà, quand on veut imiter une grenouille, voilà, quand on ne connaît pas, quand on veut imiter une grenouille, c'est quoi, 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 quoi. Alors là, on est bien dans le groupe des grenouilles, puisque la peau est relativement lisse, il n'y a pas de bourrelet, de glande parotoïde autour de l'oreille. Et donc chez les grenouilles, on a le groupe des grenouilles dites vertes et le groupe des dites brunes. Ici, on est chez les brunes. Alors attention, les couleurs chez les amphibiens, ça peut être très variable, hein. On peut avoir des grenouilles dites brunes qui sont vertes, et on peut avoir des grenouilles dites vertes qui sont brunes. Voilà, donc il faut vraiment se méfier. Par contre, les grenouilles dites brunes ont toujours, en période de reproduction, période aquatique, ce masque temporal noir. Donc le masque de Zorro qui passe
au niveau de l'œil et au niveau du tympan n'est visible que chez les grenouilles dites brunes. Donc la première des grenouilles dites brunes, c'est la grenouille agile. Comment on la différencie de l'autre grenouille brune? En fait, l'agile, hein, donc un moyen mnémotechnique, hein, comme son nom l'indique, si elle est agile, elle a le museau fuselé, donc elle a le museau assez pointu. Ensuite, si elle est agile, elle entend très bien, donc elle a de grands tympans, et le fait que ce soit grand, ça va resserrer l'espacement entre le tympan et l'œil, donc l'espacement est assez court. Voilà, donc ça c'est un critère quand même assez précis, hein, pour les spécialistes. Mais donc on va garder plutôt le museau qui va être très pointu chez la grenouille agile. Ensuite, si on a la chance de voir le dessous de la gorge, c'est très important, il va être immaculé, tout blanc, blanc transparent, translucide, ou rosé, voilà, donc il sera vraiment sans tache. Enfin, hein, donc le test pour les spécialistes, le test de la patte, on va étendre la patte jusqu'à son museau, et si la cheville dépasse le museau, atteint ou dépasse le museau, c'est bien la grenouille agile, puisqu'elle est agile, elle sait bien sauter. Voilà, moyen mnémotechnique. Deuxième grenouille dite brune, la grenouille rousse, Rana temporaria. Donc elle, c'est une espèce très précoce. Dès les premiers beaux jours de février, elle va sortir et se reproduire. Donc avec les crapauds, c'est une des deux premières espèces. Elle est de taille moyenne, de 5 à 11 cm, et on la différencie de la grenouille agile. Donc elle a bien sûr un masque temporal, comme toutes les grenouilles dites brunes. Et donc contrairement à la grenouille agile, le museau va pas être très pointu, il va être plutôt arrondi. Hein. Donc comme elle n'est pas agile, un moyen mnémotechnique, elle n'est pas agile, elle se cogne contre les arbres, donc elle a le museau écrasé. Voilà, ce qui n'est pas vrai, hein, c'est uniquement pour savoir l'identifier. Ensuite, comme elle n'est pas agile, elle entend moins bien, entre guillemets, donc elle a un petit tympan, et surtout, qui dit petit tympan dit espacement entre l'œil et le tympan, beaucoup plus grand. Je vous fais écouter son chant. Alors le chant de la grenouille rousse, c'est quelque chose de très sombre, très grave, et en plus c'est une grenouille qui va chanter au fond de l'eau, donc c'est très discret. Faut vraiment tendre l'oreille, donc là l'enregistrement on va bien l'entendre, mais sinon dans la nature il faudra vraiment tendre l'oreille et on va entendre quelque chose de très sourd, comme une moto de trial. Et donc les derniers critères d'identification très importants, ce sont donc alors bien sûr la patte qui va être plus courte que la grenouille agile, donc la cheville ne dépassera pas le museau, et la gorge surtout très important, qu'on peut observer sans manipuler l'individu. La gorge sera tachetée, voilà, comme avec des taches de rousseur, vu que c'est une grenouille rousse. On passe au groupe des grenouilles dites vertes. Donc les grenouilles dites vertes n'ont pas de tympan, n'ont pas de masque temporal noir qui passe sur l'œil et sur le tympan. Donc ici on a la grenouille de l'Essona. Alors on a trois espèces de grenouilles dites vertes qui sont très difficiles à déterminer, si ce n'est par le chant, justement je vais vous faire écouter. Donc ici c'est la grenouille de l'Essona, Pelophylax lessonae. Pelophylax signifie qu'il aime la vase. Voilà, donc ce sont des grenouilles qui adorent l'eau. Donc contrairement aux autres, la majorité des autres amphibiens, les grenouilles dites vertes vont rester quand même très longtemps dans l'eau, même au-delà de la période de reproduction. La Lessona, elle est de petite taille, maximum 8 cm, contrairement aux autres espèces de grenouilles dites vertes. Je vous fais écouter son chant. Donc là, on est chez la grenouille de l'Essona, c'est la grenouille dite pure de chez nous, vraiment la grenouille locale, plus petite, très verte, très pure, et avec un chant très pur également. Un chant comme un chant de grillon, voilà, un chant de criquet, un chant d'insecte.
Et donc les derniers critères d'identification, donc comme je vous dis que c'était notre grenouille de chez nous, une grenouille pure, donc elle est bien verte, elle a des sacs vocaux, ici on a une fente, donc quand il va gonfler son sac vocal à droite et à gauche, donc c'est aussi une différence entre les grenouilles dites vertes et les grenouilles dites brunes. Les grenouilles dites brunes ont un seul sac vocal sous la gorge, les grenouilles dites vertes ont deux sacs vocaux à droite et à gauche. Et donc ici on voit la fente, et donc si le sac vocal se gonfle et qu'il est blanc pur, c'est notre grenouille de l'Essona. Enfin, l'intérieur des cuisses sera très coloré, vert, jaune, voilà, intense. Espèce très tardive, enfin espèce tardive, plein été. La grenouille rieuse, Pelophylax ridibundus. La grenouille rieuse, donc elle, vous voyez la taille, très grande taille, maximum 14 cm, contrairement à notre grenouille de l'Essona, la pure, qui fait 8 cm maximum. Ici, on est chez les grosses, grosses, grosses grenouilles. Et on va dire, je vais l'appeler hein, avec beaucoup de guillemets, la grenouille voilà, moins pure, donc un peu plus sale, vous voyez, elle est un peu plus sombre. Alors après, on a des individus très verts, hein, mais donc sinon, en général, elle va être très sombre. Les sacs vocaux, très sombres, contrairement au blanc immaculé de la Lessona. Et l'intérieur des cuisses également, très peu coloré, très sombre, un vert foncé. Le chant, espèce tardive toujours. Le chant, donc c'est ce qui va nous permettre essentiellement de les différencier. Les grenouilles rieuses, comme son nom l'indique, ça fait un petit ricanement. Voilà, moi je pense toujours à Louis de Funès qui fait le pivert, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc c'est une très grande espèce, c'est une espèce qui est élevée dans l'est de l'Europe, et c'est à partir de cette espèce qu'on va récupérer et manger les cuisses de grenouille. Alors je vous ai pas dit, hein, mais donc la grenouille de l'Essona, on l'a pas à Paris, on l'a en Île-de-France, mais pas à Paris, et donc elle est en voie d'extinction, je vais en parler un petit peu après. La grenouille verte, donc la vraie verte, Pelophylax Klepton esculentus. Alors déjà, vous remarquez que esculentus n'est pas le nom de l'espèce. Ici, normalement, on a le nom de genre, Pelophylax, et ensuite on a le nom d'espèce. Mais ici, c'est pas un nom d'espèce, c'est un nom de klepton. Klepton, kleptomanie, c'est un gène, en fait, c'est qu'il a un gène voleur. Donc, je vais en parler. Donc, elle est de taille moyenne. En fait, c'est un hybride entre la Lessona et la rieuse. Donc, une grenouille rieuse et une grenouille de Lessona qui vont s'accoupler peuvent donner soit une nouvelle grenouille rieuse, soit une grenouille verte esculentus. Mais jamais une Lessona. D'où le terme de klepton, voilà, gène voleur. Taille moyenne, donc du coup, comme c'est un hybride, elle est taille moyenne, un mélange entre les deux, la petite pure et la plus grande impure. Donc taille moyenne, maximum 12 cm. Je vous fais écouter son chant, du coup, comme c'est un hybride, on va avoir un chant, un mixte entre l'insecte et la rieuse. Donc, espèce très difficile à déterminer entre les trois espèces. Donc, comme c'est un hybride des deux, donc de la très verte et de la sale, entre guillemets, et ben en fait, vous allez avoir des sacs vocaux. Donc là, ils sont repliés, mais si les sacs vocaux se gonflent, ils seront mi-blanc, mi-gris, hein, voilà, un gris clair. Et l'intérieur des cuisses également sera relativement voilà, dans des coloris intermédiaires. Donc très difficile à déterminer sans le champ. Nous allons passer maintenant aux urodèles. Donc dans les urodèles, à Paris, on a deux espèces de tritons. Donc ce sont les petits tritons, les lissotritons. Ici, c'est le lissotriton helveticus, donc de Suisse. C'est le plus courant en France.
même si à Paris, c'est pas le plus courant. Il est de petite taille, 5 à 8 cm. Voici un mâle et une femelle. Donc, si vous avez une femelle, c'est très difficile de déterminer les deux espèces de Lissotriton, si ce n'est le dessous de la gorge. S'il est vraiment immaculé, vous voyez, rosé, blanc rosé comme ça, immaculé, et qu'il y a très peu de taches sur le ventre, il y a de fortes chances que ce soit le triton palmé. Après, il y a d'autres critères pour les spécialistes. On garde les pattes arrière. S'il y a deux tubercules métatarsiens, voilà, deux petites ampoules sur les pattes, sur les talons, c'est un triton palmé. S'il n'y en a qu'une seule, c'est l'autre espèce. Par contre, si vous tombez sur un mâle, là c'est beaucoup plus simple. En période de reproduction, le mâle va avoir sa belle couleur de séduction. Donc il va avoir au bout de la queue un petit mucron, un petit fil, une belle crête, et il va avoir les pattes palmées à l'arrière. Le triton ponctué, Lissotriton vulgaris. Ah, voilà, donc ça s'appelle vulgaris, hein, donc c'est-à-dire qu'il est très commun, et pourtant il est un peu moins commun que l'Helvéticus en France. Petite taille, 6 à 9 cm. Le mâle est très reconnaissable avec une belle crête de Godzilla. Un petit peu de bleu sur, donc c'est ce qu'on appelle le miroir, hein, pour séduire les femelles sur la queue. La gorge et la poitrine seront très tachetées. Voilà, la gorge est très tachetée. Et la poitrine, il y aura des gros spots noirs. Voilà, contrairement au triton palmé. Le mâle, un triton ponctué, n'a pas de palmure complète sur les pattes arrière. Les doigts sont juste lobés, mais pas palmés. Et la femelle ressemblera énormément à la femelle de triton palmé, mais il n'y aura qu'un seul tubercule métatarsien. C'est pour les spécialistes. Et nous allons terminer avec la salamandre tachetée, Salamandra salamandra. Alors il y a d'autres espèces en France, hein, mais, à la montagne ou en Corse, mais nous, on n'a que celle-ci. Donc si vous voyez un individu jaune et noir, donc une urodèle jaune et noir avec une queue à section arrondie, hein, la queue n'est pas plate, vous voyez, c'est pas un nageur, c'est pas un individu nageur, c'est un individu très terrestre. Voilà, d'ailleurs, on l'appelle aussi la salamandre terrestre. Très grande taille, 11 à 21 cm. On voit qu'elle a un bourrelet à venin ici, hein, une glande parotoïde avec les petits pores là, donc, dont est sécrété, c'est là où ça va sécréter un mucus vénéneux, donc pour avoir mauvais goût. D'ailleurs, les couleurs, c'est un moyen de défense pour prévenir les prédateurs éventuels qu'elle a mauvais goût. Voilà, les couleurs jaune vif, rouge vif dans la nature, ce sont des couleurs pour prévenir les prédateurs qu'il y a certainement présence de venin. Voilà. La majorité des animaux qui sont colorés comme ça sont venimeux. Donc je vous ai pas mis de critères d'identification, voilà, très reconnaissable, voilà, très gros animal pour les urodèles, avec une queue arrondie. Alors elle a la particularité euh, de ne pas pondre d'œufs directement, en fait elle va faire éclore ses œufs dans son ventre, la femelle, pour former des petits qui vont déjà grandir voilà, pendant quelques jours dans son ventre. Et comme ça, la moindre flaque d'eau qui va se mettre, voilà, dès qu'il va y avoir une grosse pluie en forêt et qui va remplir une ornière de tracteur, de chemin, euh, et ben, la femelle salamandre va pouvoir, alors non pas pondre, mais donc déposer des petits déjà formés. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une espèce ovovivipare. Et donc, si la flaque d'eau se vide rapidement, ce n'est pas trop grave puisque justement les petits ont déjà avancé un petit peu dans leur croissance et donc ils vont se développer plus rapidement que les autres larves du rodel. Comment est-ce qu'on va reconnaître les pontes des amphibiens? C'est très facile. Alors, chez les tritons, ce sera plus compliqué à trouver parce que ce sont des œufs solitaires très petits. Voilà, ça fait quoi 5 mm maximum, entre 3 et 5 mm. Et donc ce sont des œufs solitaires qui sont collés sous les feuilles, même parfois enrobés dans les feuilles des plantes aquatiques, donc sous l'eau. Il va falloir, voilà, si vous récoltez des végétaux, vous pouvez surveiller un petit peu de près, vous allez voir une petite boule blanche compris dans une petite œuf de gélatineux. Donc ça, ce sont les œufs de triton. Ensuite, vous avez les œufs de grenouille. Donc les œufs de grenouille sont très facilement reconnaissables parce que ce sont des œufs pondus en paquets.
Voilà. Donc là, on a un paquet de 5000 œufs. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Voilà. Donc ça, ce sont les grenouilles. En plus, là, ils sont tout petits, c'est qu'ils sont tout frais, ceux-là. Ensuite, ils vont se dilater dans l'eau, voilà, devenir de cette taille-là. Alors que les crapauds vont faire des œufs groupés également, mais en cordons. Voilà. Donc vous voyez que ça fait des cordons de 2 à 4 rangées. Hop. Et donc ces cordons vont être emmêlés dans la végétation aquatique. Donc ça, c'est très facile d'identifier entre crapaud, grenouille et triton. Après, pour l'espèce, c'est beaucoup plus difficile. Alors pour reconnaître les larves, c'est pareil, c'est assez facile de différencier larves d'urodèle ou larves d'anour. Donc on va regarder la forme de la larve. Donc si la larve a une grosse tête en boule et une grande queue, voilà, pour nager, c'est ce qu'on appelle un tétard, voilà, qui a une grosse tête. Donc c'est bien les tétards de grenouille ou crapaud, donc des larves d'anour. Donc au début, ils auront des branchies externes, ensuite internes, et puis voilà, des pattes vont arriver, etc. Alors que les larves d'urodèle, donc larves de triton et salamandre, elles n'auront pas une grosse tête, une grosse boule, hein. La tête sera dans le profil, la tête sera profilée dans le sens du corps de l'animal. Voilà, elle sera plus fine. Et donc, vous aurez en tout début de stade des branchies externes également. Voilà, donc quand même une, euh, une forme assez caractéristique. Et vous avez tout de suite des pattes. Voilà, une petite bibliographie que vous pouvez consulter. D'ailleurs, vous pouvez consulter à la bibliothèque de la Maison Paris Nature, au Parc Floral de Paris. Donc, le guide des amphibiens d'Europe, chez Delachaux et Niestlé, très bonne collection. Donc ça, c'est le guide que vous pouvez emmener sur le terrain très facilement. Ensuite, la Bible sur les amphibiens, voilà, c'est ce bouquin-là. Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Donc c'est la collection Parthénope, très belle collection. Par contre, c'est une collection qui fait souvent des livres assez grands. Donc c'est à garder à la maison, vous ne pourrez pas trop l'emmener sur le terrain. Ici, un petit guide, le guide Vigo, donc avec beaucoup de photos sur différents animaux de la mare, des ruisseaux et des étangs. Et ici, c'est si vous voulez aller plus loin sur l'identification des œufs, des larves, des amphibiens. Voilà, en gardant la forme et la couleur des larves, vous pouvez dire si c'est une grenouille rousse ou une grenouille agile. Voilà, ce qui est très 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 difficile. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.